Bonsoir à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation. Voilà. C'est sympa d'avoir pensé à moi là-dessus. Même si on a un peu galéré avec Hugo pour se déplacer, les grèves, donc annulation de billets, tout ça, donc c'est pas évident, mais je suis très content et depuis tout à l'heure, j'ai appris plein de trucs. J'ai vu plein de trucs et je trouve ça génial qu'il y ait plein de monde ici dans cette salle et qu'on puisse discuter d'entraînement, d'haltéro et j'espère qu'on débordera un petit peu aussi. Je vais un peu vous titiller quand même sur 2-3 trucs, mais globalement, voilà, j'ai trouvé les intervenants de qualité. Je trouve que les échanges sont de qualité et qu'on est dans un métier où il faut beaucoup échanger si on veut progresser. En tout cas, c'est le discours que j'aime bien véhiculer, quoi. Voilà. Donc écoutez, j'ai la lourde tâche de finir les interventions avant la table ronde. C'est pas facile, hein. Tout le monde en a marre, on a envie de rentrer chez soi, etc. Donc je vais essayer de répondre un petit peu à la commande, en sachant que Pablo a déjà initié un petit peu ce que je vais redire là, même si je le dirais peut-être d'une manière un peu différente ou en allant dans le sens de ce que tu as montré. Et j'ai trouvé très bien tout ce que tu as montré. Je trouve que c'est vers là qu'il faut aller quand on fait de la préparation physique et qu'on n'est pas issu de l'haltérophilie ou qu'on ne pratique pas l'haltéro pour un haltérophile qui va faire des compétitions. Voilà. Et c'est surtout comment nous, on va essayer de l'amener autour de ça. Voilà. Donc on doit avoir cette réflexion en permanence. En tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en place dans toutes les structures où j'ai pu travailler. Je suis aujourd'hui à la Fédération française de handball, je suis l'équipe de France masculine, et je l'ai dit un petit peu à l'aparté tout à l'heure, on pense que les mecs, quand ils arrivent là et qu'ils sont triple champions olympiques, eh ben, ils savent faire tous les mouvements, les semi-techniques. Eh ben non. Et là, c'est très complexe, parce qu'on a envie d'utiliser un peu des mouvements, et en fait, il y a plein de choses qui viennent freiner tout ça. Et donc au final, on est un petit peu embêté. On est embêté parce qu'on met en place des choses, donc il faut vachement individualiser. C'est vraiment important quand on a un groupe, d'accord ? J'ai eu la chance aussi de travailler dans d'autres sports plus individuels comme le cyclisme, etc. Quand on pratique un peu ces mouvements-là, il faut vraiment faire du cas par cas. Et le cas par cas, c'est un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, avec Evelyne, avec Hugo, avec Pablo, sur vraiment qu'est-ce qu'on doit amener à la personne et d'avoir un regard un petit peu expert sur sa capacité à faire les mouvements ou pas et de lui proposer quelque chose qui soit adapté. Voilà, c'est surtout ça. Alors, quand on est dans la préparation physique et qu'on veut utiliser, alors l'haltérophilie, on va en parler ce soir, mais comme je vous ai dit, j'espère qu'on débordera un petit peu, c'est de se dire comment on peut développer des compétences athlétiques, et vous verrez peut-être pas que, des compétences athlétiques chez un sportif, et on a un rêve. Je ne sais pas, vous, préparateur physique, vous n'avez pas un rêve? Moi, j'ai un rêve, depuis longtemps, c'est que mes gars, ils ressemblent à ça, en fait. Et moi, ça m'avait marqué quand j'étais gamin, c'est de se dire, mais putain, d'avoir des gens qui puissent faire des mouvements de dingue, et regardez, honnêtement, aujourd'hui, on peut très bien avoir ça. Moi, j'aimerais bien avoir ça. Moi, j'aimerais bien avoir des sportifs qui aient des qualités physiques extraordinaires. Et il y a des fois, je me dis, quand je les vois faire des mouvements, ou que je les récupère parce qu'ils arrivent et je ne les avais pas vus, je me dis, putain, le chemin il va être très très long pour arriver à des trucs d'optimisation. Voilà. Mais je rêve de ça, quelque part. Je rêve d'avoir des sportifs qui puissent avoir de grandes qualités physiques, athlétiques. Et je ne sais pas si vous regardez un peu quand même la tendance des sports, même si je vais beaucoup parler sport aujourd'hui, mais dans des sports comme le rugby, le handball, qui sont quand même deux sports un peu à contact plus, aujourd'hui on a des gros gabarits et tout ça, et bien en fait on voit les tendances et qu'il y a de plus en plus de contacts, qui font de plus en plus de dégâts, ça court de plus en plus, donc en fait on a vraiment une augmentation du nombre d'efforts intenses de contact avec le temps. Donc là aujourd'hui, quand je joue au handball, j'étais un gabarit sympa, aujourd'hui je serais plutôt mis à l'aide. Parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des mecs entre 1m95 et 2 mètres et qui font entre 105 et 110 kg, qui cabalent bien, qui vont vite, qui sont forts à l'impact. Voilà, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, mais j'avais Pablo, je crois. Aujourd'hui, un joueur comme Dicamel en équipe de France, c'est le profil type du joueur d'aujourd'hui. 1m95, 105 kg, qui va vite, qui est puissant, qui est fort. Voilà. Et ça, on a des outils à notre disposition pour essayer de tendre vers ces choses-là. Donc là, la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le thème, c'est de se dire, mais est-ce que l'haltéro peut nous amener en tout cas des choses pour nous faire progresser nos athlètes dans les dimensions qu'on a envie d'avoir? Alors on se pose la question, l'haltéro, est-ce que ça peut nous faire progresser? Quand on regarde ça,
j'ai juste envie de vous dire, il y a peut-être des trucs à aller chercher quand même. Là aussi, vous voyez, on voit l'altéro, les deux là, qui sont juste contents d'avoir réussi leur barre. Et si on s'amuse juste un petit peu à mesurer à quelle hauteur ils peuvent se retrouver, on se dit, il y a peut-être des choses sous le pied un peu. D'accord? Donc, ça a l'air assez attrayant quand même. Ok? Donc ça aussi, c'est des choses, et j'ai travaillé à la fêlée de volley pendant quelques années avant le handball. Je me disais, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose dans cette dimension verticale. Ça peut m'aider parce que j'ai un filet qui est assez haut. J'ai des adversaires au bloc de plus en plus haut et qu'il va falloir que je fasse monter mes mecs de plus en plus haut. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qui m'ont un petit peu titillé. Et je me dis, peut-être que l'altéro va me servir à faire avancer tout ça. Donc, on continue un petit peu à se poser des questions et à se dire, est-ce que vraiment cette pratique-là peut nous amener des choses dans l'entraînement, la préparation physique? Alors, j'ai repris quelques phrases, on ne va pas forcément toutes les lire, mais globalement, Michel Pradé, qui est quand même quelqu'un qui a marqué la préparation physique dans les années 90, un prof de PS à la base, BE3 d'athlé, et qui a travaillé dans la préparation physique, a sorti un bouquin en 96, il disait quand même que les méthodes haltérophiles apparaissent comme un apport fondamental à la pratique sportive de haute performance. Bon, si on se pose des questions, je pense qu'il y en a d'autres qui se sont posées, on peut se dire que ça peut être pas mal. Quand on continue un petit peu, on a Monsieur Emmanuel Lejar, pareil, qui nous a dit des choses intéressantes. L'activité haltérophile montre, de manière à la fois physiologique et psychique, et peut-être qu'on reviendra un peu à ça tout à l'heure, comment les fonctions inférieures sont intégrées dans les supérieures. C'est le sport des sports pour lui. Et il dit qu'il faut pratiquer l'haltérophilie en haltérophile. Là aussi, des choses intéressantes qu'on abordera peut-être à la fin de l'intervention sur il faut pratiquer l'haltérophilie, on aura des semi-techniques, on aura des dérivés, mais quelque part, pour essayer de leur retirer la quintessence, il faut essayer quand même de garder un minimum de technique. Et la technique, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est vraiment des choses fondamentales. Donc là, on se dit, ça devient quand même intéressant. On a vu des choses sur les qualités physiques, il y a des gens qui en parlent, qui sont un peu réputés, qui ont fait des mesures, qui ont regardé, et ça avance. Quand on regarde de vieilles études, on se dit, regardez, juste des valeurs de puissance entre un bench, un squat, un deadlift, et puis dès qu'on passe à des mouvements haltéro, vous regardez les niveaux de puissance, vous vous dites, déjà à ce moment-là, il y avait des choses très intéressantes pour dire que ça devait développer des compétences importantes. Donc ça commence à se confirmer un petit peu. Si on continue un petit peu vite fait sur les bienfaits de cette pratique haltéro en préparation physique, j'ai essayé, mais très rapidement, de regarder, il y a quelques études qui ont montré des trucs intéressants, et on a essayé de comparer de la pratique haltérophile à de l'entraînement traditionnel ou pliométrique. Vous regardez des études de 2019 ou 2022 qui montrent qu'on peut avoir une amélioration versus de l'entraînement traditionnel. On peut avoir une augmentation des niveaux de force musculaire des membres inférieurs ou de la vitesse de lancer du membre sup. Même si on y reviendra un petit peu aussi tout à l'heure sur des limites de la pratique par rapport à cette dernière composante que, en tout cas, j'essaierai d'éclairer un peu tout à l'heure. Donc ça, si on regarde un petit peu chez les jeunes, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure en aparté, mais globalement, on a aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un schéma de nos jeunes sportifs qui arrivent dans les structures fédérales ou dans les clubs, où ils sont plutôt désentraînés. Je fais quand même le constat amer qu'on a des jeunes qui arrivent dans des structures fédérales avec très peu de bagages athlétiques, avec des bases qui ne sont pas forcément bien établies. Est-ce que ça a un intérêt d'aller pratiquer l'haltéro? C'est souvent controversé, mais on a quand même des taux de blessures assez faibles. Donc là aussi, il faut se poser la question. On a des études qui montrent des améliorations de la composition corporelle, de la force, de la vitesse, de la puissance chez des enfants, des ados, des jeunes athlètes, quand on regarde sur l'évolution, mais qu'il faut une compréhension approfondie de la technique pour un meilleur transfert. Ça, c'est des choses importantes. Donc là aussi, plutôt tendance positive de cette pratique haltéro. D'accord ? Et puis voilà, sur les blessures, juste une petite slide. Alors pourquoi cette slide sur les blessures? Parce que elle vous montre que globalement, il n'y a pas de grosses blessures graves, il y en a quand même, mais c'est très peu significatif, d'accord? Pourquoi aujourd'hui on en parle un petit peu plus qu'avant? Allez, je vais rentrer un peu dans un truc qui va titiller tout le monde, mais le CrossFit a remis un petit peu l'haltéro au goût du jour dans la pratique commune. Pourquoi on a des blessures? Parce qu'on a des corps pas forcément prêts à faire des mouvements, on met de la vitesse très vite alors qu'on n'est pas préparé à ça,
et qu'au final, c'est juste que c'est pas forcément tout le temps adapté, et donc on se retrouve avec des problèmes d'épaule, des problèmes de dos. On a quand même des chaînes postérieures qui sont ultra sollicitées au détriment des chaînes antérieures. Tout ce qui est grand droit, tout ce qui est psoas, qui peut être un petit peu fragilisé. Voilà. Donc là, on a aussi parfois des petits couacs, mais globalement, vous voyez, des blessures, c'est des arrêts très courts. On a vraiment très peu de blessures à long terme. Donc au final, on pourrait se dire, on continue à se dire en fait que c'est intéressant. D'accord? Donc est-ce que vous êtes convaincu maintenant que l'haltéro peut être quelque chose de bon en fait pour nos sportifs? Je pense qu'on peut y aller, hein, d'accord? Alors maintenant, on va essayer de se dire, bon, alors, globalement, c'est plutôt pas mal. L'haltéro, ça peut nous amener des choses en préparation physique. Alors, on va essayer d'y rentrer un petit peu. Et on va se dire, à partir de cette pratique, qu'est-ce que je peux en retirer? Alors, si on regarde, l'haltéro, c'est vaincre une inertie. Peut-être que autour de la puissance et de l'explo, on a vu les photos tout à l'heure, globalement, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses qui se passent. C'est garder un alignement. Bon, là, en termes de coordination, il y a peut-être des choses à aller chercher. Il faut générer des accélérations. On revient sur de la puissance et de l'explo. Et puis, conserver un équilibre général du corps. Moi, ça m'intéresse bien, hein, c'est du gainage à corps complet. Donc là aussi, on se dit, globalement, c'est vraiment un large spectre de ressources qu'on a à notre disposition pour améliorer la performance sportive. Ok ? Donc voilà, à partir de ça, on va pouvoir essayer d'aller chercher des choses qui nous amènent un gain dans notre pratique. Si on parle de cheminement, il y a quand même des étapes importantes à avoir en tête. Déjà, quand on pratique les mouvements, qu'ils soient semi-techniques ou les mouvements complets, essayons de parler de posture, de trajectoire de barre, d'accélération, d'équilibre, tout ça, c'est des composantes. Si on veut en retirer les bénéfices, il va falloir quand même essayer d'avoir un minimum de technique. D'accord? Et donc ça veut dire qu'il va falloir pratiquer. Pratiquer. Et puis pour certains, pratiquer longtemps, parce que dans le schéma moteur, ça ne va pas être inscrit tout de suite, il va falloir un peu de temps. Moi, j'ai des gars, sur une deuxième séance, ils peuvent très bien faire un arraché debout, très rapidement, en étant très bien sur des charges relativement élevées, hein, et d'autres qui vont mettre quelques semaines, voire quelques mois à acquérir ça, parce qu'il y aura toujours un tirage de bras trop rapide, parce qu'il n'y aura pas une triple extension ou une barre qui part en avant, etc. Donc on va essayer vraiment d'individualiser les séquences pour laisser le temps sur la pratique. Alors après, se pose la question, et tout à l'heure on en a un petit peu parlé, et pour avoir pratiqué ça il y a très longtemps avec la Fédé d'haltéro, à l'INSEP, avec des personnes de l'INSEP qui étaient à la Fédé d'haltéro, toujours pareil, on va apprendre les mouvements haltérophiles à quelqu'un qui n'est pas haltérophile, à quelqu'un qui ne va pas faire de la compétition, qui demande de partir du sol et de finir avec une barre au-dessus de la tête en un temps ou en deux temps. Ça, c'est l'haltéro. Mais nous, si on l'utilise en préparation physique, quel est le meilleur moyen d'aborder l'apprentissage technique des mouvements? Est-ce que je pars du sol? Est-ce que je pars de la hanche? Tout ça, c'est des grands débats, même à la fédération, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas tous d'accord entre certains cadres techniques, pour avoir côtoyé quelques-uns. Voilà. Mais globalement, mettez-vous dans la peau de « j'utilise l'haltéro comme un outil » et pas comme le développement d'un athlète qui va faire les Jeux Olympiques. Voilà. Et dans ce cadre-là, on essaie de se poser la question « comment j'avance dans mes mouvements pour faire progresser l'athlète et en retirer tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure ?» Voilà. Donc là aussi, des petits trucs. Mais il faut avoir une logique qui, pour moi, est indispensable. C'est cette logique explosive pour favoriser l'accélération. C'est tout le bénéfice qu'on a vu sur les deux photos tout à l'heure. Et puis, cette logique aussi posturale pour cette notion de transfert, d'accord, qui peut être très intéressante. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer de garder en tête, mais vous verrez que ça peut poser quelques soucis. Okay. Et donc, ça peut être un bon moyen de développer les qualités physiques d'un sportif. Dans n'importe quelle activité, ça peut être intéressant. Et je crois que Pablo, tout à l'heure, tu as vraiment fait cet effort, que je trouve intéressant, c'est de dire, en fonction de sa discipline, peut-être que je vais m'adapter différemment et peut-être que je vais aller chercher rapidement des choses qui n'ont plus trop à voir en fait avec les deux mouvements de base, mais en fait que je vais pouvoir aller chercher, utiliser et pouvoir mettre sur une amélioration de leur gestuelle sportive et de leur discipline sportive. Ok ? Alors si on fait un petit rappel
de ce que peut amener l'haltéro, qualité de vitesse, de souplesse, d'explosivité, de coordination, de force. Il y avait des travaux de Vorobiev, là j'ai retrouvé des papiers là, un peu vieux, hein, mais qui estimaient que pour un arraché, on était à peu près à 55% de force, et pour un épaulé jeté à 70% de force. Donc ça démontre quand même qu'on a une grosse part technique dans le mouvement, d'accord ? De l'adresse, de l'équilibre pour la transmission des forces, la stabilité des ceintures, tout ce qui est gainage, d'accord ? Les appuis au sol, je crois que tu en as parlé tout à l'heure et j'étais content que tu en parles parce que c'est important, on est des bipèdes, tout part du sol, donc si vous ne travaillez pas sur votre qualité d'appui, ça va être compliqué d'appliquer de la force. Et puis l'engagement mental, parce que je pense que quand on pratique des mouvements comme ça, on a besoin d'y être vraiment mentalement. On ne peut pas arriver en disant allez je vais faire mon mouvement, c'est pas grave. On ne fait pas un mouvement de prévention, là. On fait un mouvement qui tend à développer des qualités et qu'à un moment donné, il va falloir y mettre un engagement mental. Il faut être déterminé sur un mouvement. Surtout quand on va aller commencer à titiller un peu des triplés, des doublés, des simples, où on va aller chercher des barres un petit peu sympas. Bon, là, il va falloir se mettre mentalement dedans pour que techniquement ça reste très propre et qu'on puisse réussir à sortir du mouvement. Et puis bien sûr, ça va développer de la puissance. Et là, régulièrement, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur les travaux qui dataient de 93. On a des hauts niveaux de puissance. Il suffit aujourd'hui, et Mathieu t'en a parlé tout à l'heure, ça me fait plaisir aussi, si vous mettez aujourd'hui, vous avez des capteurs de vitesse, que ce soit des transducteurs linéaires ou pas, vous allez rapidement voir des niveaux de puissance assez élevés sur ces mouvements-là. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un intérêt à aller chercher là-dessus. Et je vous incite à faire ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire de monitorer les mecs dès que vous pouvez avec des capteurs de vitesse. Après, en fonction de votre budget, vous irez mettre soit un GymAware qui vaut à peu près dans les 2400 €, qui est un peu la Rolls aujourd'hui de ça, soit vous mettrez des D-Max ou d'autres accéléraux en fait, même si c'est pas la même techno, mais si c'est reproductible, on a parlé tout à l'heure, ça vous permet déjà de pouvoir suivre vos athlètes et de faire un travail de qualité autour de ça. Alors, des prérequis. Alors, je vous ai mis l'image de Charles à droite, là, qui vient de rentrer en équipe de France. J'ai pas demandé l'autorisation pour mettre sa photo, mais il ne fera pas la tête, il vient de rentrer. Donc, nouveau gardien de l'équipe de France qui joue à Montpellier, qui est brillant, vraiment, mais alors qui est physiquement, je vais te dire, tant pis, tu ne répéteras pas le mot, qui est catastrophique physiquement. Catastrophique, il se blesse tout le temps, il ne supporte pas bien les charges dans le travail et tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler, donc on travaille beaucoup. Là, par exemple, il était sur des mouvements force, on finissait au-dessus de la tête, mais où justement je lui demandais de garder le temps, de garder du temps au-dessus pour le gainer un peu. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force, qui n'a pas beaucoup de puissance, qui n'a pas beaucoup de gainage. Et donc on a besoin d'aller travailler les mouvements et de renforcer des postures. J'ai entendu dans la matinée aussi de faire des phases d'ISO, etc. Lui, on travaille beaucoup là-dessus. Pour l'instant, je n'essaie pas de mettre de la vitesse parce que ça va lâcher dans tous les sens. Donc, on essaie vraiment de travailler autour de ça. Donc, il y a des prérequis. Donc, les prérequis en haltéro, pour moi aujourd'hui, quand on l'utilise dans la préparation physique, avant même de partir dans les mouvements et de se dire, allez, j'ai 2 mouvements, on y va, c'est de se dire, bon, je vais parler de quel sportif. Quelle est sa discipline? Il fait du judo, il fait du rugby, il fait du cyclisme, etc. Donc, je vais regarder la discipline et je vais essayer de comprendre les exigences de cette discipline. Ça, c'est le vrai travail que vous devez faire avant même de partir. Et donc, quels sont ses besoins, ses contraintes, ses exigences spécifiques? On se focalise vraiment là-dessus. Okay? Donc ça, c'est vraiment en amont. Derrière ça, le processus. Quel environnement pratique? Parce que là aussi, bon alors voilà, je suis forain, je suis à l'haltéro, on va en faire un peu, la discipline montre que je vais pouvoir en faire un peu, mais mon environnement, je ne peux pas en faire. J'ai pas de plateau, j'ai une barre que je peux mettre en travers, mais si on drop une barre en arrière, on va blesser tout le monde. L'environnement n'est pas propice à la pratique. Donc là, ça va poser des soucis. Quel choix d'exercice? On va essayer de rentrer un petit peu là-dessus. Quel choix d'exercice par rapport au monde haltérophile? Et quelle intensité je vais faire pratiquer? À quel moment je vais faire pratiquer ça? Là aussi, on pourra échanger tout à l'heure. Sur les moments de la pratique. Est-ce que je fais des séances vraiment dédiées à l'haltéro? Est-ce que j'en mets un petit peu parsemé dans mes planifs, etc. On pourra discuter tout à l'heure de ça, mais
quel type de mouvement, à quelle intensité je pratique. Et c'est complexe, et là aussi Pablo en a parlé, c'est complexe pour quelqu'un qui pratique de dire je vais le travailler par rapport à une URL, il n'a jamais fait. Donc aujourd'hui on va rester sur des éducatifs, on va regarder, et puis il faut être présent, il faut être à côté pour faire monter un petit peu tout ça en termes d'intensité. Et puis j'aimerais, et je vais commencer un peu à aller là-dedans, c'est un peu mon rôle de fin de journée comme ça, c'est de se dire, est-ce que tout est bon quand même? Est-ce que je peux tout prendre? Et pour n'importe qui, en fonction du contexte, quand j'ai bien analysé, je peux tout faire. Moi, au volley, j'ai eu des joueurs de 2,15 m qui étaient relativement faibles, avec des grands segments en membre inf, relativement faibles sur les membres inférieurs. Est-ce qu'il n'y a pas certains mouvements qu'il fallait éviter? Et est-ce que, dans les semi-techniques, j'allais pas chercher des choses pour essayer de limiter les contraintes? Parce que autant l'haltéro, ça développe des compétences, autant, avant de les développer, on peut les mettre un peu en danger. Et quand on est préparateur physique et qu'on s'occupe de gamins qui ont 15-16 ans, on fait un petit peu attention à l'intégrité physique, on essaie d'amener des choses, c'est bien. Imaginez demain, vous pratiquez un peu l'haltéro avec Mbappé. Et puis, vous décidez, je ne suis pas sûr qu'il soit spécialiste, je ne connais pas, mais... Et vous dites, allez, je vais lui faire un peu de pratique haltéro, vous allez prendre quelques risques, et puis là, vous vous blessez pendant 3 semaines. Je pense qu'on va venir vous voir en disant, tu sais, qu'il vaut 6 millions par mois quand même, donc tu vas me le ramener très vite sur le terrain. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, à un moment donné, vous allez dire, bénéfice-risque, qu'est-ce que je vais utiliser? Je prends tout et on y va, on a vu qu'il y a des qualités exceptionnelles sur le développement, puis derrière, je ne sais pas trop. Je vais faire un peu attention. D'accord? Là aussi, on a beaucoup de liens. Souvent, je travaille beaucoup avec le médical, et dans le médical, on discute beaucoup des contraintes qu'on va imposer dans les mouvements, versus ce qui a été détecté comme pathologie un peu récurrente sur une posture d'un sportif. Et puis on va prendre des options en disant on va le protéger un peu, il est un peu vieux, il a un peu mal au dos, il a un spondylo, ou il a des... Tu vois, et là on va essayer de protéger le sportif. Et puis il faut des incontournables. Les incontournables, c'est les phases d'apprentissage technique, posture, rythme, avant de rechercher les transferts possibles et d'amélioration de la perf. Il va vraiment falloir se caler là-dessus. Je vous ai rajouté juste attention à la mobilité et au grip. Et j'ai entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de lui faire ce mouvement, mais il n'a pas la mobilité. Il n'a pas le grip. Il veut travailler un peu lourd. En fait, c'est pas que j'arrive pas, c'est que je tiens par la barre. Et donc, il y a peut-être des choses à faire en parallèle, en amont ou en parallèle, pour essayer d'aller vers un objectif identifié. Si vous avez travaillé un petit peu dans le rugby, vous verrez que de faire un arraché en première ligne de 135 kg qui est tanké, qui n'a pas de mobilité, ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Donc, il y a des choses peut-être à mettre en place en amont, et pour moi, ça reste un prérequis incontournable quand on veut l'amener à un sportif qui n'est pas haltérophile. Alors regardez, juste, mais encore une fois, ça c'est mon expérience. Aujourd'hui, j'ai dû faire une vingtaine de disciplines sportives. Voilà à peu près comment je vois les choses. On peut utiliser du debout, du travail en puissance, en force, des plots en suspension, un athlète surélevé pour le déficit, la flexion, les mouvements combinés, faire du front squat beaucoup, parce que quand on fait l'haltéro, on met souvent les barres en devant, du tirage lourd, des passages, des chutes, des tirages bras d'arraché, l'épaulé. Tout ça, c'est des termes que vous avez vus depuis ce matin, vous connaissez. Mais globalement, à quoi ça pourrait servir? Et est-ce que vraiment, les petits plus en fait là-bas, c'est quelque chose qui m'intéresserait dans la préparation physique quand je m'occupe d'un groupe de sportifs, ou des choses sur lesquelles je vais faire un peu attention. Quand il y a 3+, c'est des choses, le debout par exemple, quand on commence techniquement à être bien, c'est super. Le debout c'est top. Parce que je demande, il y a un petit saut, ça veut dire qu'il y a une intention d'aller un peu vite, il y a une intention et ça me plaît bien. On limite la flexion, ça me plaît bien pour les gens qui n'ont pas forcément de mobilité pour y aller, etc. etc. Et puis, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais moi aujourd'hui, peut-être c'est toi Pablo, mais un arraché des pare-sols, finir en flexion en mouvement traditionnel, je ne l'ai jamais fait faire. Je ne l'ai jamais fait faire parce que je me pose toujours la question. Déjà, je pense avoir... Cette intervention ? Pas de questions ? Merci pour la présentation. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait besoin de prérequis techniques pour avoir un transfert plus efficient à l'activité. C'est quoi tes
l'altéro, à quel moment. Alors, pour bien comprendre la question, quand tu parles d'exigence, c'est quoi? C'est tes exigences sur peut-être. C'est les principaux défauts techniques qu'on peut voir sur les premiers temps d'une initiation. C'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir faire un tirage avec une barre qui part en avant, et quelqu'un qui va monter, qui va commencer à tirer, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de gommer, parce que si tu les donnes dès le début, ça veut dire qu'en fait, tu ne vas pas recueillir tout ce que tu as à recueillir de l'altéro, et donc d'être très concentré sur les prérequis techniques. C'est-à-dire, c'est un peu une des premières diapos où je parlais de trajectoire de barre, de posture, etc. Là, ça demande quand même de l'apprentissage. Donc, comment on apprend à quelqu'un sur un démarrage de pratique? Donc, les éducatifs, et à partir des éducatifs, être clair sur ce que tu recherches. Les pieds, il y a souvent des gens qui ont des déplacements de pieds, des parcours par en avant, un tirage de bras, etc. Tout ça, ce sont des défauts qui peuvent t'amener en fait, à rapidement freiner les évolutions que tu peux avoir derrière sur la pratique. Des exigences très haltérophiles. Ben oui, parce qu'en fait, tu ne vas pas en faire beaucoup. D'accord? Donc quand tu vas commencer à travailler tes mouvements, il va falloir quand même, tu ne vas pas prendre de suite un kettlebell de 18, le mettre au-dessus de la tête à un bras, alors que tu n'as pas vérifié certaines choses. Et c'est là où il faut faire un peu attention, et je crois que Pablo, tu l'as repris tout à l'heure aussi, on ne prend pas un kettlebell pour faire un mouvement tout de suite comme ça, parce que la personne n'a pas encore schématisé tout ce qu'il fallait mettre en place. Ce qui est plus dur en haltéro, notamment pour quelqu'un qui n'est pas haltérophile, c'est de partir des semi-techniques où tu dois découper ton mouvement, et après les remettre dans un schéma un peu plus global. Où là, ça va être compliqué, le passage sous la barre, etc. Souvent, les tirages sont plutôt bien faits, puis dès qu'il faut passer dessous, on n'a pas ce temps-là. Mais si tu dois le chercher, tout ça, c'est des choses que tu dois vraiment observer. Merci. Merci beaucoup. Comment, du coup, tu intègres ça concrètement dans la planification de tes entraînements, pour les athlètes, notamment proches des compétitions? Est-ce que, du coup, tu maintiens quand même un haut volume d'haltérophilie ou est-ce que tu diminues fortement pour faire des choses vraiment beaucoup plus spécifiques à l'activité? Quelle casquette tu veux que je prenne? Plutôt casquette club pro, où j'ai fait longtemps, ou plutôt équipe nationale, où je les vois pas beaucoup? Bon, les deux. Les deux, non? Par laquelle? Non, alors en club pro, tu as le temps de bosser. D'accord? Donc quand tu as le temps de bosser, je l'intègre régulièrement aux entraînements. Il y a par exemple, sur quasiment toutes mes séances, j'ai un mouvement haltéro. Donc si j'ai dans une séance 4 mouvements ou 5 mouvements, j'ai toujours un mouvement haltéro. Qui peut être un exercice décliné, tu vois, par exemple, je sais pas, un mouvement d'arraché enchaîné avec un mouvement à bras, enchaîné avec, tu vois. Mais ça va être, allez, 20% de ma séance, parce que toute l'année, j'ai le temps d'en mettre et puis j'ai le temps de travailler à côté. Si j'enlève cette casquette et que maintenant je prends la casquette équipe de France de hand, par exemple, ou même de volley, c'était un peu pareil, à part les Jeux Olympiques où j'ai 5 semaines, où là j'ai vraiment le temps de faire comme une pré-saison en fait en club pro, le reste du temps, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je fais beaucoup d'impasses. Et là, pour le coup, je vais peut-être mettre, au lieu de mettre un premier mouvement, je vais mettre tout de suite un élevé ou un semi-technique très isolé, tu vois, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Et je vais l'intégrer comme ça de temps en temps dès que je peux. Mais ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de mon environnement. Si je suis à la maison de handball avec ma salle et tout, je connais toutes les barres et tout, là je fais ce que je veux. Dès que je pars en déplacement, ça m'est encore arrivé la dernière fois, on était en Pologne, tu arrives dans un endroit, on avait prévu une salle, tu dis ah, là, tout ce que j'ai prévu ça tombe à l'eau, je peux pas le faire. Juste un truc tout bête, il n'y avait pas de hauteur de plafond. Bon ben là, tout ce qui est au-dessus de la tête, tu comprends même que tu peux pas y aller, donc ben, tu en fais pas. Et donc c'est vraiment lié à l'environnement et lié au temps vraiment que je peux avoir. Là, c'est un peu au cas par cas en fait. J'essaie d'en mettre dès que possible, tu vois. Maintenant, j'aimerais en mettre plus souvent. Et puis j'ai beaucoup de décalage. Le plus gros souci que j'ai pas en club, j'en ai en club, mais comme je les ai toute l'année, ça serait plus vite, c'est qu'en équipe nationale, allez, on va dire que j'ai 60% de l'effectif qui est toujours présent, à peu près les mêmes. Puis en fonction des blessures, du calendrier, est-ce qu'on doit se qualifier ou est-ce qu'on est déjà qualifié, là je sais que par exemple, j'ai 10 mecs champions olympiques qui ne seront pas là sur le prochain regroupement fin avril. Donc je vais avoir des nouveaux. Les nouveaux, je ne les connais pas. Donc il va falloir déjà, je regarde ce que c'est, est-ce qu'ils en ont déjà fait, est-ce que je peux en faire, et là ça va vraiment être au cas par cas, mais en tout cas ma volonté c'est d'en mettre le plus souvent possible, parce qu'il y a quand même quelques bénéfices intéressants.
Pas d'autres questions? On entend. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma question, c'est un peu comme la question qui vient d'être posée juste avant, mais plutôt sur la phase d'apprentissage. Est-ce que vous dédiez vraiment des séances à... Là, on apprend latéraux, mais du coup, c'est peut-être un peu compliqué à organiser dans le temps, parce que vous voyez, enfin, ça dépend du nombre de fois où vous avez vos athlètes. Ou est-ce que vous intégrez l'apprentissage, vous l'échelonnez sur un mois, par exemple, dans les phases d'échauffement, ou comment vous gérez ça, quoi? Selon tous les athlètes, il y en a qui ont déjà, d'autres qui n'ont pas, comment on fait? Alors tu me parles chez les pros par exemple, chez les A, ou tu me parles chez d'autres publics? Parce que quand on est chez les jeunes, par exemple, quand j'étais responsable d'un club pro, je m'occupais aussi des gamins du centre de formation et du pôle, tu vois. Ben là, ils avaient des séances dédiées à l'haltéro sur les apprentissages, semaine après semaine, en groupe, en fonction des défauts techniques. Et là, tu as le temps de mettre en place une vraie programmation, amélioration de l'extension, éviter le tirage de bras trop rapidement, etc. Tu vois, et tu mets en place des semi-techniques comme ça, et tu travailles là-dessus. Chez les A, les seniors, les stars, quelque part, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que tu n'as pas le temps en fait, de partir dans ces apprentissages. Donc ce que je fais, c'est en tout cas l'option que j'ai prise, c'est de rester très simple sur des mouvements, tu vois, où on a les plus gros soucis qu'on a, par exemple, chez nous, c'est des mecs qui peuvent être très costauds, mais qui n'ont pas de mobilité poignet, épaule, tu vois. Donc venir juste faire la rotation pour épauler le barre, c'est top. Ben, tu leur fais faire que du tirage haut, parce que juste la rotation, ils ne peuvent pas venir la chercher. Bon, ben, j'essaie de gommer, en fait, dans l'instant, tout ce qui ne peut pas être fait, et à côté de ça, je lui donne des petits exercices pour essayer de régler progressivement le truc. Après, j'ai un rôle aujourd'hui qui est un peu plus confort, parce que j'ai tous les préparateurs physiques de tous mes internationaux, tu vois, que je connais bien, avec qui on échange, on a un groupe WhatsApp, on fait des regroupements par an et tout ça, et tout de suite, je communique avec eux. Bon ben voilà, j'ai eu ton joueur, il est venu, machin et tout. Ça serait bien que pour lui, on travaille autour de ça, de ça, de ça, de ça. Et je sais que quand il rentre dans son club, il commence à bosser. Et quand je le récupère, ben, je vois les progrès. Et là, je peux basculer sur une autre stratégie parce que j'ai vu qu'il avait un peu progressé. Mais c'est vraiment au cas par cas en fonction des soucis. Tu vois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est bien, merci beaucoup. Il y a une question? Non, du coup, c'est moi qui vais poser la question. Olivier, alors pour savoir, je me rappelle, c'était en 2015, ton livre. Parce que j'ai acheté ce livre il y a 8 ans, je pense. Et donc, c'était ma première inspiration. Là, c'est pas mal le petit symbole. J'ai lu le livre d'Olivier, donc on pense à le lire. Il n'y a pas que sur acheter. Voilà. Non, mais sur la segmentation, etc., les différents morphotypes, vous avez pas mal de billes aussi dessus. Non, ma question, c'est justement toi qui as un panel assez large sur les préparateurs physiques et le milieu de la préparation physique actuelle. Tu dirais qu'on se situe où au niveau des pros, des éducateurs sportifs, des entraîneurs, au niveau justement de l'enseignement de l'haltérophilie dans la prépa physique, quoi. Est-ce qu'on est par rapport à ce que tu vois? Vous avez du temps un peu? Alors, j'ai pas une vision forcément totale de tout ce qui se passe, d'accord, mais je reconnais quelques-uns quand même. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas assez enseigné. C'est pas assez enseigné et je trouve qu'il y a des décalages. Ouais, moi, j'interviens comme toi, tu vois, sur le BPF depuis 20 ans, enfin, qui a changé de nom depuis la G2F, machin. Le BPF, aujourd'hui, pour être prof de muscu hétéro, là, on te fait passer des épreuves techniques, on te demande de faire un scénario, tu vois, d'apprentissage, mais à la fin, ça ne donne aucune prérogative sur l'haltéro. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, le AF, tu passes des examens qui sont éliminatoires en haltéro, mais au final, tu n'as aucune grille officielle qui te permet de dire que tu es moniteur haltéro. Il faut aller à la Fédé, passer des trucs et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce genre de pratique-là, il faut vraiment le mettre en place dans toutes les structures. Nous, on l'a fait il y a ça doit faire une dizaine d'années, le parcours force, à peu près à la fac, à Montpellier, là, où on disait, nos licences, là, ils arrivent là, ils ont une carte pro, et en fait, ils sont embêtés pour aller travailler dans l'haltéro, la muscu, c'est complexe. Et donc, on a mis un parcours force avec des mouvements en force athlétique, des mouvements d'haltéro, et on leur donne une prérogative, parce que la Fédé vient, leur fait passer des petits trucs, et puis derrière, ils sortent de là avec une licence 3,
avec un supplément au diplôme force qui leur donne des prérogatives sur l'outil muscu haltéro. Et je pense qu'aujourd'hui, vous devez être capable, je ne sais pas vous tous, vous êtes sûrement certains des professionnels de la prépa et tout ça, faites attention à ce cadre-là juridique un peu de l'utilisation, parce que souvent vous pensez que vous avez une licence 3 entraînement sportif, vous êtes habilité à l'haltéro, non. Le Master 1, Master 2 n'est pas reconnu, et qu'il faut avoir des diplômes à côté pour ne pas être trop embêté. N'oubliez pas que la licence vous permet de travailler que dans votre cadre de supplément de diplôme. Si vous avez une licence 3 entraînement sportif option football, vous êtes habilité à faire des choses dans le football. Dès que vous allez en sortir, ça va être un peu plus compliqué. Sur la muscu, c'est complexe. Donc on insistait avant, on disait à nos étudiants qu'il fallait faire des formations complémentaires. Et pour revenir à ce que tu me dis, tu vois, il faut qu'aujourd'hui on se mette bien d'accord. C'est de plus en plus utilisé. On a besoin de l'utiliser. Si vous n'êtes pas un peu calé, muscu, haltéro, vous allez avoir du mal à bosser dans la préparation physique. Vraiment. Ou alors vous allez, sans dénigrer aucune discipline sportive, mais vous allez vous occuper du tireur à air comprimé à 10 mètres. Ouais. Mais vous arrivez aujourd'hui dans un club de rugby, Pro D2, top 14, handball, si vous ne savez pas maîtriser la muscu, l'haltéro, c'est complexe. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en place dans toutes les formations universitaires, jeunesse et sport, et qu'on puisse vraiment, voilà, que vous ayez vraiment une lecture précise de ce qui se passe. Je sais que ça se fait maintenant de plus en plus dans les universités et c'est important, mais en tout cas, voilà, si on revient à l'haltéro au cœur du truc, c'est important que vous ayez quand même des bases solides là-dessus. Et n'oubliez pas que quand vous allez passer en préparation physique dans des endroits, parce que vous allez décoter un contrat, vous avez souvent des gens qui ont été avant vous, qui maîtrisaient des choses, on va vous comparer tout de suite, et que pour avoir un peu de crédibilité, il vaut mieux avoir été formé et passer dans des endroits où on se forme. Il y a plein d'organismes qui sont très bien en France pour former les éducateurs, les préparateurs physiques, et je fais une petite parenthèse, même si on n'est pas reconnu aujourd'hui comme métier. On n'est pas un métier, hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. Dans les points négatifs de l'haltérophilie, vous annonciez tout à l'heure qu'il y avait le risque de blessure, notamment avec les athlètes de haut niveau. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est réellement une question de pratique ou plutôt de pression environnementale? Parce que je ne vois pas pourquoi l'haltérophilie pourrait être plus délétère qu'en athlète de haut niveau si les principes de progression en charge et en volume sont respectés au cours de la saison. Donc c'est la question que je me posais. Est-ce que c'est pas plutôt une appréhension vis-à-vis de la peur justement de blesser dans une discipline qui n'est pas avec le sport? C'est la non-pratique qui fait qu'ils se blessent. La pratique, elle renforce. Aujourd'hui, faire de l'haltéro, le mec, moi c'est ce que je leur dis tous, hein. Tu t'as mal au dos, on va faire des semi-techniques haltéro, tu auras mal au dos. Le problème, c'est qu'ils en font jamais, qu'ils sont algiques, et qu'à ce moment-là, tu ne peux pas leur faire ça, et que c'est un cercle vicieux. Et là, bon, il y a un qui vient dans la salle, on ne va pas trop taper dessus, mais on a des gens qui sont autour et qui gravitent autour des sportifs, où on tire le frein à main et on va te dire, il ne fait plus de squat, il ne fait plus de mouvements comme ça parce qu'il a mal au dos. Et tu vois, et on a mal au dos, on n'en fait plus, et puis on continue à avoir mal au dos, puis on a de plus en plus mal au dos. Et moi, je prends le chemin inverse. Alors, tant qu'il est douloureux, tu vois, quelque part, tu touches pas, mais globalement, c'est bien renforcer ton dos, c'est une école du dos. Tu vois? Mais ce cheminement-là, qui va faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, tu vas renforcer, on arrive alors, ou jamais à vraiment le mettre en place, parce qu'il y a toujours des moments où il n'en fait plus, soit on lui dit, bah, tu n'en prends plus. Quoi. Et là, on a un vrai souci. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, un sportif de haut niveau qui pratiquerait régulièrement ça, ben on aurait moins de soucis. C'est un peu la discussion tout à l'heure qu'on avait un petit groupe aparté ici. C'est qu'il faut aller vers ça. Tu vois, j'ai bossé avec des volleyeurs. Les volleyeurs, ça dépendait le poste, ils sautaient 100 fois par entraînement et par match. Tous mal au genou. Mais bien, on pratique un peu l'haltéro, tout ce qui est réception de saut, renforcement, quadriceps, ischio, enfin tu vois, le membre inférieur, le dos, etc. La mobilité. Ben, moi, je suis persuadé aujourd'hui que si on axe plus le travail là-dessus, on aura moins d'effets délétères de monter à 1 mètre au-dessus de son centre de gravité et de redescendre à chaque fois.
Mais ça veut dire qu'il faut le mettre en place, ça veut dire qu'aussi, dans un staff, il faut que ton entraîneur il comprenne la démarche, qu'il l'accepte, qu'il te laisse le temps. Tu vois, mais c'est ça que je voulais dire en fait. C'est que pour un sportif qui n'a pas le temps de faire tout ça, il faut juste faire attention parce que des fois, ça peut être délétère de l'en faire pratiquer, alors qu'en fait, il le fait plus. Je vais dans son club, tu vois, et toi t'arrives, tu dis vas-y, non, j'ai mal au dos, j'en peux plus, ok, j'arrête. Là, le kiné te dit, ou le médecin, on fait plus de mouvements haltéro, on lui interdit tout. Il rentre dans son club, il dit, ah, mais avec Olive, on a fait. Et là, on a coup de téléphone, ouais, il ne faut plus pour lui, tu sais. Tu vois, on est là-dedans. Aujourd'hui, tu te bats contre ça, en fait. Tu vois. Alors, toi, tu essaies de leur expliquer, mais est-ce que tu as vu déjà un haltérophile qui sort du truc en disant, oh, j'ai mal au genou. Non, ils vont plus par terre, ils ont un dos, il est en béton, ils ont pas mal au genou nulle part, et en fait, leur montrer que cette pratique peut avoir des effets bénéfiques. Et par contre, voilà, il faut quand même la pratiquer un peu, quoi. Donc, c'est pas moi, quand je les ai de temps en temps, un épisode comme ça, qui va régler le problème. D'où les échanges avec les prépas des clubs pour essayer de faire passer des messages pour qu'on continue, on ait de la progression. Mais alors là, c'est vraiment dépendant du club avec qui tu parles, du prépa avec qui tu parles, le temps qui est imparti, mais voilà, ça ne blesse pas. Mais à cause de la non-pratique, voilà, tu arrives à des problèmes. Merci. Merci beaucoup pour ces questions.